Donc profitez-en, ça vous change aussi de certains TikTokers qui se font passer pour des psy quelque chose. Donc ça vous permet d'avoir vraiment affaire à un professionnel, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. Coucou Nono, coucou Bonsoir, à tous ceux qui arrivent en bas. Salut Nono, ouais. Bonsoir et bienvenue. On va alors n'hésitez pas à partager un petit peu, on va attendre parce que bon, comme on fait pas trop de live, donc le temps que, voilà, il faut compter une petite dizaine de minutes le temps. Alors le sujet du live, c'est les différences entre la psychanalyse et la psychologie. Voilà. On va poser beaucoup de questions à Marco. Tu vas voir, après, il va plus jamais vouloir nous parler. Il va avoir la tête qui tourne avec toutes ces questions. Hello à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Oui, un sujet bien connu. C'est très connu. Malheureusement, heureusement, je sais pas comment on pourrait le dire. Et c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est très important. Alors, Jess, je te réponds là. T'es pas très cool à ce que tu fais quand même. Ton message privé, je le vois à côté. Hein, tu cherches les embrouilles. Je vais te retirer comme modo. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que ça va pas monter beaucoup plus. On n'est que 9 quand même. On va attendre un petit peu. Faut tapoter, faut partager, faut dire que vous nous aimez, puis voilà. Bienvenue à la secte. Bonsoir Valérie. Tout le monde sera content. Voilà, c'est ça. Alors, hop. Là. Ouais. Alors, déjà, moi, je vais poser une question au chat, si vous permettez. Est-ce que vous savez faire la différence entre un psychologue et un psychanalyste? Vous, comme ça, à brûle pour point. Si vous pouviez faire une différence, vous sauriez la faire ou pas? Vous levez le pouce ou vous baissez le pouce? Ah. Ouais, bon. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Là, c'est vraiment pour un peu plus... D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, Nono. Nono, je la vois souvent. Oui. Ouais, Nono, tu triches. Bon, on te vire pas du live parce qu'on est que 9. Coucou à tous ceux qui arrivent. La psychiatrie. Ouais, la psychiatrie, oui, il faut une pathologie. En France. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je vois 9 en haut, mais je vois plus de personnes en bas. Plus que Russell est là. Voilà. Alors, je pense qu'on peut commencer, on peut se lancer. Oui, on va se lancer et puis ça va venir. De toute façon, il n'y a pas de... Voilà. On va... alors, le but du live, déjà, on va se présenter mutuellement. Surtout Marco va se présenter. Hein. Le but aussi de ce live, c'était intéressant. Marco nous a gentiment proposé de poser des questions et du coup, on a profité de l'occasion de pouvoir faire ce live aussi à titre de prévention par rapport à l'association, puisque il y a énormément de dérives et ça permet de mettre un cadre préventif et on va poser des questions dans ce sens-là et de partager après au maximum d'informations, que ce soit ici sur TikTok ou sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, ce sera la première chose. Et puis, le but du live, c'est aussi de comprendre la psychanalyse et la psychologie et d'aller plutôt dans un terme plutôt scientifique. Voilà. Et Marco va nous expliquer à travers nos questions toutes ces différences. Voilà. Donc, je vais laisser Mélanie, elle va commencer. Honneur aux invités, on va laisser. Honneur aux invités dans le débat. Voilà. Et donc, Marco, est-ce que tu veux bien te présenter, même si on a beaucoup qui te connaissent, mais c'est pour qu'après, sur la chaîne YouTube, on ait un repère. Ok. Alors, je m'appelle Marco Flores, je suis de Lausanne,
Suisse. J'ai fait mon université de psychologie à Fribourg. Et ensuite, je fais mon postgrad en France, parce que à l'époque, les tendances des thérapies cognitivo-comportementales étaient surtout français. J'ai dû faire un complément parce qu'en France, c'est 3 ans. Ici, c'est 5 ans. Donc, j'ai dû compléter pour avoir le droit d'exercer au niveau fédéral en Suisse, puisqu'en Suisse, on est psychologue au bout de 5 ans et demi des facs. Et puis, on doit faire un postgrad de 5 ans, dont 3 ans à 100%. Les autres 2 ans, on peut faire un temps réduit. Et sur ces 3 ans, une année à l'hôpital, avec 100 heures de travail personnel et 150 heures de supervision obligatoire. Et avec tout ça, on obtient un diplôme qui on demande ensuite un droit d'exercer et un droit à facturation à l'assurance sociale, qu'on appelle ici l'AMAL. Et on rentre dans le cadre des couvertures de l'assurance sociale en Suisse. Mais c'est une formation de 10 ans en total. D'accord. Et Voilà. avec Et cette... je fais mon doctorat à Lausanne, c'est pas... D'accord. Et en fait, aujourd'hui, tu peux exercer en fait en France. Alors, oui, je pense que si j'allais exercer en France, il faudrait que je fasse les demandes de reconnaissance des diplômes, D'accord. etc. Mais vu le niveau, je pense que j'aurais aucun problème d'obtenir tous les prérequis pour exercer en France. Oui, parce que tu es enseignant en plus, d'après ce que j'ai vu, tu étais aussi... Alors, à niveau de la Suisse, j'enseigne en postgrad parce que nous, les psychologues en Suisse, comme on a ce niveau postgrad, une fois qu'on a 5 ans en plus de notre niveau psychologie, psychothérapie, on peut être superviseur, voire formateur dans des formations chez les psychiatres en formation postgrad. Non, pas formation continue. Hein. Donc, dans leur Oui. formation en psychiatrie, on peut être superviseur et enseignant aussi. D'accord. Voilà. Ça permet de te situer en fait où est-ce que tu es, tes connaissances, ton savoir, tes références aussi. C'est hyper important aussi de savoir d'où tu parles pour mieux savoir où tu vas aller et où tu veux nous amener aussi. La première question, donc, du coup, le sujet, c'est la différence entre la psychanalyse et la psychologie. C'était quelque chose que toi, tu voulais mettre en avant. Peux-tu nous faire en fait un distinguo en très peu de mots entre la psychologie, comment tu dois définir la psychologie, comment tu définirais la psychanalyse? Alors, je vais faire depuis le point de vue d'un Suisse, hein, parce que je sais qu'en France, les facultés ont des particularités. Mais depuis la Suisse, la formation de psychologie est une formation universitaire. La psychanalyse est née en médecine les années 20, je ne me souviens plus exactement. Et donc, c'est une formation... alors, en France, vous avez une particularité, c'est que tout le monde peut faire psychanalyse et être psychanalyste. Il n'y a pas besoin d'être médecin ou psychologue. En Suisse, c'est réservé aux psychologues et médecins pour ceux qui veulent faire de la psychanalyse, mais d'abord, ils doivent faire médecine, psychiatrie, psychologie, psychothérapie en psychanalyse. Donc, c'est une spécificité. En France, en revanche, on a cette ouverture qui est particulière. Oui, tout le monde peut avoir accès, il n'y a pas de prérequis pour devenir psychanalyste. On est bien d'accord. Mais il y a d'autres formations aussi, il n'y a pas de prérequis. Donc, on va retrouver. Alors, je ne vais pas commencer maintenant, mais. Vous avez réussi à inventer les psychopraticiens. Je sais que je vais me faire tuer, mais les psychopraticiens, je sais pas, c'est une formation faite dans une école à côté, mais ce n'est pas des psychologues, ce n'est pas des psychiatres, c'est pas de formation reconnue, et en Suisse, ils sont interdits d'exercer. Oui, c'est en fait, comme en France, la psychothérapie est encadrée et réglementée aussi. Tout le monde ne peut pas se prétendre psychologue. Donc, quand on n'a pas les diplômes et quand on n'a pas les facultés ni quoi que ce soit, on va être psychopraticien, psychogénéalogiste, psycho-machin, tout ce que tu voudras. Psycho-guérisseur. Voilà. Ouais, Mais la particularité en France, c'est que pour le titre de psychothérapeute, j'ai été formé. Il suffit d'être psychologue, il suffit d'être psychiatre. Oui. Donc, il n'y a pas de demande de formation. Alors qu'en Suisse, c'est une formation de 5 ans validée par l'Office fédéral de la santé. Donc, si vous voulez, la psychanalyse, la systémique, la thérapie rogérienne et la thérapie cognitivo-comportementale, qu'on parlera après, elles doivent avoir des ponts communs. La psychopharmaco doit être intégrée. Il y a les aspects sécurologiques, parce qu'on doit faire des rapports aux assurances d'invalidité, aux assurances diverses et variées. On doit faire des expertises. Donc, on apprend ça à la formation aussi.
Oui, vous avez, on va dire, vous êtes, comment dire, hein, d'une certaine façon, vous êtes plus vigilant. En fait, si c'est pas autorisé, si c'est pas réglementé, c'est pas autorisé. Tandis qu'en France, Exactement. si c'est pas interdit, c'est autorisé. Et On puis a, vous avez quelque chose que j'entends beaucoup en France, c'est rigolo pour un Suisse, c'est que vous faites souvent dans le langage la différence entre psychiatrie psychologique, psychiatrique et oui, oui, psychologique. oui, Et si on n'a pas ça, et si c'est psychiatrique quand oh, on parle des troubles mentaux, et puis psychologique quand c'est développement personnel, si on veut, parce que comme on est oui, intégré dans le système de santé en psychiatrie, bah, je suis un professionnel de la psychiatrie. Mes patients souffrent des troubles psychiatriques. Il y a pas ce truc, cet équilibrisme oui. entre psychiatrique et psychologique qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'il y a la distinction entre le psychiatre qui lui est un médecin et le psychologue, il va faire une fac de psychologie. On n'est pas sur la fac de médecine, donc le psychiatre, il va pouvoir donner un traitement que le psychologue ne va pas pouvoir. Donc Exactement. c'est pas une question de hiérarchie, c'est qu'une question de, en fait, c'est une question de pratique, je pense, plus, de système de soins qui est un peu différent. Le C'est que c'est psychologue va pas- traiter, c'est qu'ici que le système de soins, comme on est dans le système de soins à part entière, il y a plus ces distinguo dans le sens que c'est comme on construit une maison, on fait le distinguo entre l'architecte et l'ingénieur, l'histoire didactique, mais dans les faits, ils sont main dans la main et le propriétaire voit plus la oui, différence. Malgré leurs compétences spécifiques. C'est la même chose qu'ici. Hein. Ici, on est main dans la main et on définit pas le psychologue par non médecin. Et si je suis psychologue, psychothérapeute, le psychiatre est psychiatre, psychothérapeute. Voilà. D'accord. C'est important de préciser, c'est vrai qu'il y a ces petites différences. Alors, j'ai fait monter Rossel et Grégory, mais ils vont être sages. Je c'est juste pour la Je les adore. visibilité. Voilà. Et après, en deuxième partie, ils interviendront avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots qui seront qu'aujourd'hui tu pourrais entendre et qui sont très vulgarisés, mais qui sont plutôt utilisés en termes psychanalytiques et qu'aujourd'hui on a un langage courant et qu'on peut mélanger un petit peu avec la psychologie. Tu me provoques. Je sais. Moi, alors, je suis sincèrement désolé pour les amoureux de psychanalyse. Je vais être parfois un peu dur. C'est pas mon intention de blesser personne, mais la différence, elle existe, hein. La psychanalyse n'est pas la psychologie. C'est deux domaines totalement différents. C'est pas la même formation. Est-ce qu'il y a des mots? Pour moi, j'ai tendance à refuser la totalité du vocabulaire psychanalytique. Pourquoi? Parce que la psychanalyse est une théorie qui est née dans la clinique. C'est comme si vous et moi, on parlerait pendant 20 fois et j'ai créé une théorie pour pouvoir vous aider, développement personnel, et basée dans l'interaction. Or, on est plein dans les biais, ça vaut ce que ça vaut, mais je vais construire une théorie totalement subjective. Même si vous êtes d'accord avec moi, ça sera une théorie construite à trois. On peut pas généraliser ça. Hein? Et puis, par exemple, si on prend un exemple simple, projection. C'est un terme souvent en psychanalyse. Hein? Projection. Oh, projection. Ben, on projette un film contre un mur aujourd'hui. Même la projection du film disparaît puisqu'on a des écrans qui peuvent mettre des images sans projection. On projette rien du tout, on représente. Lorsque je vous regarde, et si jamais Claudia fait une tête, oh, quelque chose qui va introduire une information dans mon cerveau. Je vais faire une représentation de son comportement et je vais agir en fonction de ma représentation, sans me projeter sur elle que dalle. C'est juste mon cerveau qui va construire une représentation du monde, qui est à l'intérieur de mon cerveau, nulle part ailleurs. Autre chose très psychanalytique qui est vite balayée, le lapsus révélateur. Je crois que tous ont entendu parler de ça. Pardonnez-moi, c'est une grosse connerie psychanalytique. Pourquoi? Si j'ai dit père, un mot semblable à père, père et mère, n'importe. Hein? Le son phonétiquement sont prêts. En psycholinguistique, on a démontré que quand les sons sont proches, le cerveau doit déployer beaucoup plus d'énergie pour ne pas confondre les mots. Donc, c'est pas un lapsus révélateur de quoi que ce soit, c'est juste une difficulté majeure pour le cerveau quand on a des sons proches. Et c'est pourquoi tout à coup je vais dire, mais vous savez, ma mère, c'est pas parce que je pensais à ma mère ou quoi que ce soit. C'est juste que les RR trop proches, plus facile, plus grande probabilité des confusions. Donc le lapsus révélateur,
désolé, mais ça ne tient pas la route dans la recherche scientifique. Mais alors là, tu parles d'un lapsus où la consonance, c'est quasiment des homonymes. Mais si par exemple je change un mot pour un autre mot, ça c'est toujours pareil, on est dans lapsus révélateur, mais ça veut rien dire. Alors le problème, c'est que dans toutes les études psycholinguistiques, on se rend compte que la majorité du temps, quand tu as un mot remplace un autre, c'est phonétique, soit il y a une ressemblance sémantique. C'est-à-dire quelque chose dont le cerveau doit déployer beaucoup plus d'énergie pour ne pas appeler ceci par cela. Et si je suis pris un peu dans la tension, hein, ou tout à coup vous m'interloquez un peu brutalement, je vais perdre des ressources, je ferai davantage de lapsus. Mais c'est juste un dysfonctionnement du cerveau à gérer des choses proches, sémantiquement ou phonétiquement. J'avais une question, mais il y avait une question dans le chat. La question c'était, est-ce qu'il n'y a pas un tronc commun entre les deux, entre la psychologie et la psychanalyse? Est-ce qu'on peut pas retrouver Aucun. Pour une raison toute simple. En tant que psychologue, je fais un bachelor, je crois que vous appelez une licence chez vous, oui. Et ensuite un master. Et pendant tout ce temps, je vais étudier l'ensemble des sciences. Les sciences sociales, les sciences biologiques, les mathématiques. Un psychologue doit avoir un niveau en statistique équivalent, c'est lui de l'économiste. Parce que c'est notre microscope. Okay? D'ailleurs, la fac de psychologie, de médecine et droit, c'est une des facs où il y a le plus d'étudiants. À Lausanne, c'est 400 la première année. Hein? Pour 70 seulement ont leur diplôme. C'est très faible. Le taux d'échec en psycho est énorme. Et pourtant, on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui viennent faire psycho pensent faire une faculté des lettres. Bah non, neurobiologie, anatomie, méthodologie, statistique, et j'en passe les autres domaines. Bah voilà, c'est la surprise. Et beaucoup d'examens, pas tant de travail à rendre. Donc beaucoup d'examens. Donc c'est une faculté qui, par exemple, si je veux aborder une pathologie ou un comportement, je vais faire usage de la génétique, je vais faire usage de la sociologie, je vais faire usage d'un tas d'autres disciplines, pas que de la psychologie. Elle est intégrée dans d'autres disciplines scientifiques. Or, la psychanalyse est née d'une interaction avec le patient. D'ailleurs, les psychanalystes, ils sont contre Freud. Alors, pardonnez-moi s'il y a des inexactitudes. Je suis pas psychanalyste. Je vous donne des informations que j'ai appris, que j'étais curieux et j'ai été chercher. Hein. Je suis pas un expert en psychanalyse, mais ce que je peux comprendre, la création de la psychanalyse elle-même, Freud crée la psychanalyse et rapidement ça s'éclate en plusieurs sous-écoles. Hein. Donc non, parce que la psychanalyse elle-même n'a pas de tronc commun à l'intérieur de leur sous-école. Hein? Donc non, il n'y a aucun tronc commun. Ils n'étudient pas les statistiques. Leur théorie est totalement hermétique, c'est-à-dire avec leur théorie, ils expliquent tout, absolument tout. Je crois qu'il y a les astrologues qui font quelque chose de semblable. Oui, il y en a plein qui font la même chose. Il y en a plein. Il y avait une autre question aussi dans le chat. Comment on sait qu'on parle avec un psychanalyste ou avec un psychologue? Est-ce qu'on arrive, nous, en tant qu'être humain lambda, sans connaissance ni quoi que ce soit, on arrive à distinguer les deux? C'est quelque chose qui me révolte beaucoup, ça. Parce qu'en Suisse, on a ces 4 masses. Master Advanced Studies, c'est la formation postgrad de 5 ans. En thérapie cognitivo-comportementale, en systémique et en rogérienne. Et je crois qu'on est dans les 4. Bah, à la fin, on est tous psychothérapeutes. Petit détail. Moi, j'ai aucune idée de ce que c'est qu'on fait le MAS en psychanalyse, ont étudié. J'ai aucune idée. Mais on est tous psychanalystes. Donc, ce qu'on dit, parce que je suis le psychologue référent des 2 associations qui s'occupent du TOC dans mon cabinet avec mes collaborateurs, nous faisons 80% de TOC, 20% des bilans et puis 20% de troubles de l'insomnie. L'insomnie, c'est le domaine qu'on est spécialisé. Donc, je suis le psychologue référent de ces 2 associations. Et puis, nous leur disons, quand vous allez chez un psychiatre ou psychologue, demandez-leur sans aucune hésitation, votre formation postgrad, votre spécialité, c'est en quoi? Et s'il vous dit, ah, mais vous savez, ça c'est pas important, tout s'équivaut. Foutez le camp. Voilà. Si pour ceux qui veulent pas rester.
Enfin, pour ceux qui veulent On pas est faire d'accord. de Je suis la un peu, psychanalyse. Parce que la pardonnez-moi, je suis un psychanalyse, peu comme ça, mais je pense qu'on a l'obligation légale d'informer nos patients. Ils ont le droit fondamental de savoir quel est mon pedigree. mais est-ce que c'est dangereux finalement la psychanalyse? Parce que c'est une question si on veut interdire, parce que c'est la question qu'il y a actuellement en France. C'est déjà sorti, c'est pas remboursé en France, ça fait pas partie du secteur conventionné, mais on y a accès, etc. Est-ce que c'est dangereux? Tu m'aimes pas, Non, mais j'ai plein d'autres questions et là, c'est sûr, tu vas hein. dire que tu n'aimes pas. Je te taquine. Après, tu vas pas l'aimer, Marco. Après. Mais tu sais, Mélanie, pour moi, il y a deux dangers dans la psychanalyse. Le premier, c'est quand elle aggrave les pathologies dans le cadre de troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du spectre schizophrénique, et n'y parlons même pas de l'autisme. Alors, dans le TOC, elle n'est pas recommandée, elle peut aggraver, parce que le TOC est une pathologie qui aggrave sur deux choses, le non-traitement et le traitement inadéquat. Donc, elle peut aggraver parce qu'elle a un mode opératoire de fonctionnement qui va faire naître d'autres TOC, voire aggraver le TOC qui est. Et puis, elle a une autre dangerosité, c'est la non-efficience. C'est comme si j'avais une infection bactérienne et qu'on me donne un médicament qui n'a aucune validité scientifique, ou allez, je vais provoquer une homéopathie. Les chances que j'ai des complications que je aime est importante. Donc, en ce sens, oui, elle est dangereuse, par son inefficacité, jusqu'à preuve du contraire, et parce que dans certaines pathologies, son mode opératoire thérapeutique aggrave. Mais après, par rapport à ce que moi, je suis vraiment une novice, je suis une profane dans ce domaine-là. J'ai regardé, j'essaie de comprendre, etc. D'après ce que je comprends, après ça c'est mon cursus aussi, je me suis occupée des enfants avec des troubles des TCC, troubles du comportement et de la conduite. Un enfant qui est autiste, en fait, la symbolique, l'image, etc., il va pas y avoir accès. Donc la psychanalyse, dans tous les cas, on va dire, c'est pas un traitement ou c'est pas quelqu'un qui est dans la logique des choses, il irait pas voir Et pourtant, un si tu discutes psychanalyste. avec les psychanalystes, ils vont te donner des arguments qui justifieraient, selon eux, la prise en charge thérapeutique psychanalytique par rapport au fait qu'il y a une dynamique entre la mère et le fils. C'est important d'interroger ça afin d'aider la mère et le fils. Je t'avoue que j'ai pas bien compris quel est le but, mais ils croient qu'il y a un but. D'accord. Mais après, en soi, est-ce que c'est dangereux pour quelqu'un qui a envie justement de chercher juste une quête de sens, qui a pas de pathologie? Alors, moi, je répondais à cette question de la manière suivante. Si la personne est dans une recherche de développement personnel, puisque dans le cas échéant, en Suisse, je pourrais pas le traiter. S'il n'a pas une pathologie, je peux pas le traiter. L'assurance m'interdit. Il faut donc, on fait 4-5 séances de diagnostic global pour pouvoir déterminer la pathologie et prendre en charge. Hein. Sinon, je n'ai pas le droit. Maintenant, si le patient vient, qui n'est plus un patient, qui est un client qui vient pour développement personnel, je dirais que la psychanalyse est aussi dangereuse que l'astrologie. En d'autres termes, à quoi servent les deux et quel est l'impact des deux dans cette demande? Et ça sera aussi flou qu'un et l'autre. Oui. Mais est-ce que c'est de là à dire que c'est dangereux? Je sais pas, en fait. Ça dépend, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'individu qui tient l'objet, qui tient l'outil. C'est pourquoi j'ai précisé un préalable, si la personne n'a pas un trouble mental, ok, et qu'elle est juste dans une recherche développement personnel, pourquoi pas? Parce qu'elle a toutes ses ressources pour pouvoir évaluer d'une manière tout à fait autonome et savoir dire non cas où. Hein? Donc j'irai jusqu'à là. Maintenant, si la personne a un trouble psychiatrique, perso, pas psychanalyse. Déjà en France, s'il y a un trouble psychiatrique, c'est un psychiatre. Pas chez nous. Après, on peut combiner ça, on peut rajouter en plus un psychologue, une thérapie avec un psychologue, mais il y a besoin de passer par un psychiatre. Un médecin. Alors, pas chez nous. Pas chez nous, si le patient arrive chez moi, il était envoyé par le médecin généraliste. Et pendant les 3 premières séances, 5 grands max ont fait le diagnostic. La personne a un TOC, par exemple, ok. Au bout des 30 séances, il y a un rapport à faire à la caisse pour demander une prolongation de la prise en charge. Et là, je pose mes diagnostics, ok. Et puis voilà, ça suit.
Alors, il y a quelques questions dans le chat qui sont assez pertinentes et qui faisaient partie justement des questions. Et parce qu'on entend beaucoup ce terme-là et surtout sur les réseaux sociaux, le mot pervers narcissique. Oh. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, je ne vais pas pouvoir éclairer parce que d'entrée, je vais dire que ça n'existe pas. Hein. Je crois qu'il y a une confusion entre la pervers narcissique, souvent au masculin au passage, et la relation qui pourrait être perverse narcissique. Hein. Je dis bien au conditionnel. Parce que le problème du pervers narcissique, il existerait un type de personnes pathologiques pourrait justifier ça, et c'est très faible, c'est les personnes qui ont une personnalité antisociale, voire les personnalités, troubles de personnalité narcissiques. Mais ces personnes-là sont dysfonctionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont profiter des autres en ayant un profit proprement dit. Ce sont des gens qui, tout en faisant du mal aux autres, feront du mal à eux-mêmes puisqu'ils finissent isolés socialement, judiciarisés pour beaucoup de cas. Okay? Donc le pervers malin qui, comme un vampire, qui va vampiriser les autres et va être heureux avec ces vampirisations-là, dans la télévision peut-être, mais dans la réalité, je n'ai jamais rencontré. En revanche, des personnes fragiles, hein, par exemple une personne qui a une personnalité borderline, qui va se mettre avec quelqu'un une personnalité narcissique, c'est une bombe à retardement. Et leur relation, à la limite, on pourrait dire perverse et narcissique, mais qui est le narcisse là-dedans à déterminer. Merci pour ces précisions. C'est important parce que c'est des termes qu'on entend et que de faire la différence et on l'utilise vraiment dans tout, on dit oui. Je sais Claudia, je sais que sûrement personnes vont dire mais il raconte n'importe quoi, j'ai rencontré quelqu'un, mon ex-mari était pervers narcissique, je veux bien croire que son mari était mauvais, mais la question qui de facto ipso facto qu'on va poser, c'est pourquoi avez-vous resté avec? Emprise, d'accord, ça veut dire que vous avez une fragilité qui a permis à son pouvoir d'avoir une emprise sur vous. Donc, ça n'enlève pas votre côté victime. À la limite, la personne a été condamnée, elle est victime. Mais le fait est qu'une victime n'est pas quelqu'un dénué des capacités pour apprendre à se protéger. Et c'est ça qui est important. Donc, trop victimisé rend la personne encore plus vulnérable. Tout à fait. Alors, il y a aussi une autre question, sans être une question. Il y a autour de la psychanalyse, on entend souvent le mot inconscient. On travaille avec donc est-ce que effectivement, donc est-ce que déjà scientifiquement c'est reconnu, c'est important, et en termes psychologiques, est-ce que c'est également reconnu, etc. Je vais te surprendre. Oui, je sais que tu vas me surprendre. Oui, c'est reconnu. Ils se trouvent dans l'état de coma. Ils sont inconscients. Oui, bon. C'est reconnu, c'est vrai. Mais les inconscients que je connaisse sont des gens, parce que le mot inconscient, étymologiquement, c'est qu'il n'y a pas de conscience à nulle part. Donc, c'est un paradoxe, c'est que si mon inconscient décide pour moi, comment ça se fait qu'il décide s'il est inconscient? Un inconscient qui est inconscient ne peut rien décider, ça veut dire coma. Le terme adéquat qu'on utilise en neurosciences, en psychologie, c'est automatisme cérébral ou hors champ de la conscience. Et en réalité, on peut dire que grosso modo 10% de ce que nous faisons est conscient. Pour 90-80% d'automatisme, le cerveau a été construit comme ça et ça marche très 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 bien. On conduit une voiture, tout ce qu'on fait est totalement hors champ de la conscience. Pas inconscient, parce que là je serais, mais hors champ de la conscience. Tout à coup un chien déballe et mon cerveau va dégainer tous les ressources nécessaires pour que ça devienne conscient ce qui se passe, pour que les décisions, tout en étant automatisées, puissent être traitées consciemment. Okay? Donc, il existe tout un champ de neurosciences psychologiques sur la conscience. C'est très complexe. Il y a un certain nombre d'écoles qui essayent d'expliquer ce phénomène de conscience et c'est fascinant. Alors, il y a quelque chose qui est très judicieux, que Nono dit. Oui, mais en philo, on me l'apprenait. Mais en fait, je pense que la problématique qu'il y a dans tout ça,
c'est qu'il n'y a pas de distinction. Il y a trop de flou, il y a trop de parallèles, il y a des fois, dans le langage, etc., il y a trop de porosité. C'est-à-dire qu'on va utiliser un langage médical ou pseudo-médical en faisant passer ça pour du médical, sachant qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas finalement le truc derrière. La philo, c'est la philo, la psychanalyse, c'est la psychanalyse, la psychologie, c'est la psychologie, la psychiatrie, c'est la psychiatrie en France. Hein. Je me permettrai pas pour la Suisse, mais ça fonctionne comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on va employer des termes de philo pour parler de psychologie, parce que on a affaire souvent, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on a affaire plutôt à des psychologues de comptoir qui vont parler de concepts plus ou moins assimilés ou plus ou moins compris et qui vont régurgiter comme ils l'ont compris ou comme ils l'ont entendu, etc. Peut-être qu'il y a ça aussi, un problème de compétences, de connaissances, Moi, je dirais la chose suivante, c'est que si j'avance un mot de point de vue psychologique, parce que je pense que le problème de la France, c'est juste que les psychologues soient postgradement mieux formés pour que cette différence entre psychologie et psychiatrie disparaisse. Oui, les psychiatres prescrivent des médicaments, font certains examens purement médicaux, les psychologues pas encore. Aux États-Unis, on prescrit des médicaments, un catalogue spécifique, ce qui est prévu aussi pour la Suisse, mais c'est pas encore le cas. Moi, je pense que cet écart, c'est une question de formation. Pour cette question des nomenclatures d'inconscient, ce qui se passe, c'est que en tant que psychologue, si je défends un terme, il faut que ce terme que je défends, conceptuellement parlant, soit mesurable. On est une science. Donc, si je parle des consciences, c'est que on peut mesurer ce phénomène. On peut le mettre en évidence et le reproduire, les résultats. Hein? Or, le terme inconscient, pose problème de mesure. Parce que déjà, sémantiquement, si je suis inconscient, c'est ça, je suis en coma. Donc, le terme n'est pas approprié. Ou autrement, on doit donner une définition au mot qui serait plus celle de son étymologie. Mais après, c'est, comme disait Claudia, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont rentrés dans le langage courant et qui sont devenus finalement des sens communs et on en a perdu finalement le sens. Et du coup, ben, tout le monde les utilise sans comprendre ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on peut même plus les contredire, dire ben non. Mais donc là, tu disais pervers narcissique, vous parlez de pervers narcissique tout à l'heure. Aujourd'hui, dire que le pervers narcissique ça n'existe pas, c'est un tollé, c'est pas normal, etc. Quoi. C'est ça peut-être le problème aussi. Qu'il y a comment on pourrait faire pour justement éviter ces dérives-là, parce que c'est une dérive en définitive. Ou encore, si tu me permets, par exemple, le mot introverti, extraverti. Si on voyage à 60 ans en arrière, ce mot n'existait pas dans le vocabulaire. Aujourd'hui, c'est dans la bouche de tout le monde. Or, en psychométrie, c'est le domaine de la psychologie qui va mesurer de manière objective, et pas par TAT ou Rorschach, qui sont des tests qui n'ont qu'une validité scientifique, mais par des tests qui ont été validés et construits scientifiquement. Par exemple, l'extraversion, c'est la tendance à préférer le groupe. L'introversion, c'est la tendance à préférer les groupes petits ou seuls. Par conséquent, l'introversion n'a rien à voir avec l'intimité sociale. La preuve en est, c'est qu'on peut mesurer des personnes introverties, mais extraverties, mais très timides socialement. Et ça donne ces gens qu'on a tous connus quand on a été dans un match foot ou je ne sais pas où il y a les teneurs et les suiveurs. Ils sont toujours un groupe, mais sont totalement effacés dans le groupe, qui ont besoin d'être un groupe. Donc, on peut être un extraverti timide, comme on peut être un introverti très sociable. Le fait est que quand on leur donne la possibilité, la liberté, les introvertis vont chercher des groupes très petits, voire tout seuls. Les extravertis ont besoin du groupe. Et on voit ça, l'activité corticale. Chez les introvertis, elle est beaucoup plus élevée. C'est l'extraverti, l'activité corticale est plus basse. Par conséquent, plus besoin de stimulation. Plus besoin. Vous avez des questions ou on continue? Ou tu veux apporter des précisions? Alors, juste une petite précision et que je trouve qu'il y a quelqu'un qui l'a relevé dans le chat, c'est par exemple, je pense que c'est aussi une problématique par rapport en France, dans le cursus académique, dans beaucoup de cursus, il y a la psychanalyse qui est étudiée. Donc, quel est le danger du coup quand tu deviens psychologue? Est-ce que tu vas l'appliquer? Alors que à la base, c'est quand même très clair, c'est que c'est dans historique. En fait, la psychanalyse, elle est amenée
parce que c'est là, c'est fondé, et c'est étudié dans le cursus, mais c'est bien différencié. Il y a bien, on sait que c'est de la psychanalyse. Donc, quel est le danger pour toi, du coup, quand tu as lu un cursus psychanalytique et pour devenir psychologue, et du coup, tu peux l'utiliser, puis c'est pas interdit. Quel est le danger, du coup, dans Écoute, la thérapie? moi, je suis terrassé d'apprendre qu'en France, il y a des masters en psychanalyse et qu'il y a des bachelors en psychanalyse. C'est pour moi un non-sens. Parce que pourquoi ne pas faire de la cartomancie, de l'astrologie, du tirage des cartes? C'est plutôt, en plus rigolo, on s'amuse pas mal avec. Tu vois? Voilà. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les facultés françaises. J'aimerais bien que ça change parce que je crois que c'est unique en Europe, hein. La psychanalyse en Suisse, on étudie en tant qu'histoire, même pas de la psychologie, mais histoire parallèle aux soins mentaux, machin chouette. Mais on va étudier ça en postgrad. Au moins, ils ont leur espace de postgrad à prendre s'ils veulent, mais pas en fac de psycho. Il y a des profs qui sont d'obédience un peu attirés par la psychanalyse, mais quand ils enseignent à la fac, ils sont obligés d'enseigner la psycho, que cela leur déplaise. Parce que après, c'est plutôt l'histoire de la psychanalyse qui a enseigné quand même en fac de psycho. C'est pas comment devenir psychanalyste, en fait. Ouais, C'est pas une question c'est en fait parce que d'après ce que j'ai compris, encore une fois, la psychanalyse aussi a influencé la psychologie. Pas la psychologie, parce qu'il y a le côté science dans la psychologie, mais il n'y a pas que le côté science dans la psychologie. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans la mesure que elle a pas influencé la psychologie parce que, oui, elle a influencé, mais par effet des résistances. Et pas influencé il y a eu quelques psychanalystes que la théorie d'attachement, c'est un psychanalyste qui a développé, mais qui a été ensuite étudié psychométriquement pour la valider, hein. Donc, il y a eu très peu de choses, mais il y en a eu. Mais tout le vocabulaire psychanalytique, il n'est pas en psychologie, hein. Transfert, Édipe, pervers narcissique, je ne sais quoi d'autre. Si vous m'entendez parler, je vous défie de me tirer un mot de psychanalyse dans mon vocabulaire. Et mes collaborateurs ont l'interdiction aussi. Alors, donc, mais parce qu'on développe un autre vocabulaire qui est celui des neurosciences, des psychologies de développement, des psychologies de la personnalité, des statistiques, etc., des épigénétiques, etc. Ah oui, c'est ce qu'il expliquait, Nono, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas de psychanalyste. C'est pas vrai, il y en a. Il a menti. C'est ce que j'avais compris. C'est pas grave. Non, il y en a, mais si vous voulez, la situation est la suivante en Suisse. Quand on fait médecine psychiatrique ou psychologie, on peut faire ce fameux postgrad de 5 ans. Et là, ils vont faire un postgrad en psychodynamique, qui est extrêmement proche de la psychanalyse. D'accord. Voilà. Mais c'est réservé aux psychiatres et aux psychologues. Il y a quand même ce tronc scientifique, rationnel, cartésien. À la base. Oui. À la base. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce que pour toi, la structure sous-jacente, qu'est-ce que ça, parce qu'on l'entend souvent aussi dans des vidéos, c'est un mot que j'ai relevé, et effectivement, on te le retrouve dans la psychanalyse. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire en psychologie? Est-ce que ça veut rien dire? Les structures sous-jacentes. C'est quelle langue ça, du japonais? Oui, mais non. Alors, pour un psychologue, cette phrase, elle a même pas de sens, hein. C'est quoi les structures sous-jacentes? Ce que nous sommes, notre personnalité, c'est l'expression d'un ensemble de fonctions psychologiques, biologiques, la perception, la représentation, la mémoire, les sensations, l'équilibre. Donc, il y a encore d'autres fonctions biologiques, le tempérament. On n'est pas pareil, on n'arrive pas au monde vide. Ça, c'est aussi un autre truc qui est terrible en psychanalyse, c'est que tout est déterminé entre 0 et 7 ans. C'est un non-sens. Tout est déterminé chaque fois qu'on prend une décision. Donc, toutes les décisions qu'on prendra, soit subies, soit décidées, ou les deux à la fois, vont conditionner notre présent, qui conditionnera notre avenir, qu'on ne sait pas encore, et qui vont conditionner le passé dont on ne se souvient plus du tout. Donc, c'est un processus dynamique qui se passe ici maintenant.
Hein. Évidemment, les adolescents fragiles prennent des décisions mauvaises, qui continuent perpétuellement à prendre des décisions mauvaises, qui deviennent des adultes alcoolisés ou je ne sais quoi, d'autres problèmes. Ok? Mais rappelle-moi la question déjà, quel était le truc? Que veut dire structure sous-jacente? Alors, la structure sous-jacente. Donc, alors, si je regarde par rapport à la psychanalyse, c'est l'organisation psychique profonde de l'individu. Donc, les comportements. Donc, la structure névrotique, la structure psychotique et la structure perverse. Voilà. Tu arrêtes de dire de gros mots, s'il te plaît. C'est le but. TikTok va te faire descendre. Hein. Tu sais, structure profonde. Si je vous dis fleur et je vous demande de faire une association, d'abord, votre cerveau va se mettre à comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous demander, s'il y a du sens, pas sens, est-ce que rentre dans ce petit jeu ou pas. Si vous décidez, votre mémoire sémantique, épisodique, va faire le reste du boulot, et l'interaction qu'on va avoir à niveau du langage, vous me trouvez sympathique ou pas, etc. Donc, c'est un processus neuropsychosocial et culturel qui s'est mis en place à travers une simple question. Hein. Donc, un psychologue doit maîtriser les données psychologiques, sociologiques, biologiques, culturelles et tous ces facteurs, d'où la nécessité des 5 ans et demi pour le psychologue et plus 5 ans pour être psychothérapeute. Donc, ce que tu reproches finalement à la psychanalyse, c'est quelque chose qui est pas fiable, qui est pas mesurable, du moins qui est pas scientifique. Il y a aussi une question de formation. Qui ne sert à rien. Comment? Qui ne sert à rien, qui a une non-efficience, que aussi c'est des formations où il n'y a pas de prérequis, que tout le monde peut pratiquer, il se lève le matin, il a l'argent, il va faire sa formation en psychanalyste. Mais moi, je regardais dans ton parcours, alors ça va peut-être, je sais pas, le prends pas mal en tout cas, parce que je me suis vraiment interrogée sur ce truc-là. C'est le mindfulness. Oui. Et pour être honnête, hein, on est quasiment sur les mêmes principes, la même mécanique que finalement la psychanalyse, dans le sens où aujourd'hui même le fondateur John Kabat-Zinn, qui remet en question les propres études scientifiques qui ont été faites. Il y a l'amibilude, mais aussi il y a un accent là-dessus. Bref, voilà, même la HS en France dit attention. Donc voilà, toi tu prônes le mindfulness sans aucun problème, et finalement la psychanalyse c'est dangereux. Pourquoi? Tout à fait. Non, tout à fait. Je vais défendre. Je pense que il y a eu beaucoup d'engouement autour de la mindfulness. Mathieu Ricard en était pour responsable, pas que lui. Et puis, au moment donné, c'est comme les MDR. Tu vois, les MDR est validé scientifiquement. Il traite très bien le PTSD. C'est tout. Oui. La mindfulness, comme 12e intention, comme élément potentialisateur des techniques psychothérapeutiques et médicamenteuses qui marchent, elle a sa place. Mais c'est tout. Et le problème, c'est qu'il y a eu un grand mouvement où tantôt MDR comme mindfulness était la solution pour tout. Okay? Il suffisait de méditer et les schizophrénies, la bipolarité, le tout panique, ça disparaissait, se résolvait. Et ça, c'est des mouvements comme ça qui font tout tsunami de raz-de-marée. Et puis on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ça. Mais j'ai eu dans mes formations en Suisse, je donne des ateliers sur le TOC, insomnie, mindfulness. Et je suis souvent parfois terrassé de devoir retenir certains collègues débutants en disant, attention, si vous avez un patient qui a une dépression, jamais mindfulness d'entrée. Il faut qu'il soit stabilisé. Une fois qu'il est stabilisé, MBCT qui permet de diminuer le risque de rechute. Mais toute la thérapeutique doit rester autour. Ceci va que potentialiser. C'est tout. Donc, attention. Et dès que le patient commence à décompenser, on enlève la mindfulness immédiatement. Parce que ça demande des ressources, ça va que enfoncer davantage. Donc, c'est comme le dafalgan. Le dafalgan, c'est un excellent médicament pour contrôler la fièvre. Mais si on prend le dafalgan pour guérir les maladies virales, bactériennes, n'importe quoi, ça devient du n'importe quoi. Donc, l'important d'une technique, compris la mindfulness, c'est savoir son efficacité, sa limite, ses contre-indications. Et elle en a.
Quelqu'un qui est psychotique, met en mindfulness, je sais pas, on fait un procès au psy, c'est tout. Et après, ça peut être aussi, c'est un outil, une méthode qui peut servir, qui pourrait servir. Cependant, ça peut être mis dans les mains de n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être psychologue, en fait. Moi, je paye, demain, je décide d'aller payer, je vais payer une formation. J'ai pas la formation. Finalement, j'ai pas les bases les connaissances de base. C'est ça le danger, en fait, dans toutes les dérives. Mais ça, c'est aux autorités, tu vois. Ben ça, je pense qu'il y a une différence entre ce que nous, les professionnels, peuvent faire, les associations et les autorités. En Suisse, ça est cadré. Donc, si quiconque essaye de faire de la mindfulness comme thérapie et la personne finit en S, on ne peut pas dire le nom, hein, la famille fait un procès, le gars se trouve en prison. Ok? Donc, même les autorités peuvent intervenir pour fermer toute activité psychothérapeutique ou médicale parce qu'il faut être un psychothérapeute, psychologue ou psychiatre pour exercer dans ces termes-là. Alors mais après, ça, après, je te rejoins effectivement, c'est aux autorités de prendre conscience et d'agir. Après, je veux dire, le rôle d'une association, c'est toujours de faire de la prévention parce qu'on peut pas faire plus que de nos moyens. Voilà. Donc, on fait de la prévention là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, alors, on est toujours d'accord, c'est que on est toujours, l'outil en soi, il est bien, mais avec une amnèse, j'ai envie de dire, voilà. Entre guillemets. C'est pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Parce que il y a de doutes là-dessus aussi. Alors, attention, je mets bien entre parenthèses, avec une amnèse et quelque chose d'encadré. D'accord? C'est ça, là, on est tout à fait conscient. Alors, imaginons qu'aujourd'hui, c'est un psychanalyste qui fait ça. Donc là, on fait quoi? C'est deux outils. Mais déjà, pardonnez-moi, mais psychopraticiens, vous, autorités françaises, autorisent ces personnes à travailler. C'est des gens qui ont fait 6 mois de formation, ils connaissent la psychothérapie, ça pose des diagnostics, ils savent. Attends, que ça là. Donc il y a un laxisme en santé mentale dans tous les pays au monde. Hein. La santé mentale reste le parent pauvre de la de la médecine, des soins. Et je crois que ce que je rêve à l'avenir, c'est que la santé mentale soit traitée comme l'oncologie, comme d'autres domaines de la médecine, avec sérieux, avec des interdits que cela déplaise, ok, mais que le patient soit mis au centre du débat. Parce que c'est ça, ce n'est pas nous qui devons être mis au centre du débat, les professionnels, mais le patient. Et à partir de là, tout le reste se régule. Parce que si on veut protéger le patient, il faut penser aux formations, aux encadrements, aux autorisations d'exercer des professionnels. Et là, les psychopraticiens, les mindfulness magiques vont tous partir parce que s'ils risquent la prison, ils penseront 2 fois. C'est-à-dire qu'en France, c'est ce que je disais en début, en préambule, en France, il y a un système où, si c'est pas interdit, c'est autorisé. Voilà. C'est ça le problème. Donc, il y a une question de responsabilité aussi. C'est que moi, je fais ce que j'ai envie, j'ai le droit. Comme j'ai le droit, je fais ce que j'ai envie. Je peux mettre des gens en danger, en définitive. Parce que moi, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie. On est sur de l'égoïsme. L'essentiel, c'est que je vibre en fonction de ce que je ressens, etc. Mais les gens se rendent pas compte que derrière, la personne qui paye, en fait, pour me voir, c'est sa vie qu'elle met en danger, quoi. Sa vie, sa santé mentale, sa santé. Mais la santé mentale ou la santé, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce qui a des impacts dans la santé, tu me contrediras s'il faut, mais si je me sens pas bien dans ma tête, je me sens pas bien physiquement. Il peut y avoir des répercussions, mais ça a été démontré, l'hypertension, etc., etc. Je suis pas médecin, mais après... Voilà, c'est ça, Mélanie. Ici en Suisse, les étudiants de première année doivent contacter un psychologue, psychothérapeute pour demander pourquoi ils ont choisi leur domaine de spécialité. Puis j'en ai eu 2-3 fois, dont la première fois, et la jeune fille me demande pourquoi vous avez choisi thérapie cognitivo-comportementale comme technique thérapeutique. Et pour la première fois, je prenais conscience d'une réponse qui serait pratiquement différente de d'autres collègues à moi, notamment psychanalystes et systémiciens. J'ai dit parce que c'est utile aux patients, parce que je sauve des vies, parce que les gens qui sont j'ai eu un patient qui est arrivé en consultation, souffrant de TOC, de pédo, qui n'a rien à voir avec la pédo, et qui disait, docteur, si vous ne réussissez pas à m'aider, j'ai décidé de partir.
Donc, il arrivait avec un TOC extrêmement sévère. Ça me meut quand je parle de lui. Et heureusement, sévère mais pas résistant. Au bout de 3 mois, il serrait son enfant de 6 mois dans les bras, qui pouvait plus s'occuper. C'est pourquoi j'ai fait ce métier. Et quand j'entends des collègues psychanalystes, systémiciens disent « Ah, mais je choisis ça parce que ça me convient ». Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une réponse qui n'a aucun sens. C'est comme si le chirurgien disait « Je vais faire l'opération avec un couteau, couper les pains, parce que ça me convient, pas avec un bistouri. » Personne n'accepterait. Hein? Donc, on a encore en psychiatrie cette réplique « Je choisis ça parce que me convient ». Moi, je choisis ça parce que mes patients qui me payent très cher, je gagne très bien ma vie, je peux en contrepartie les sauver, les aider, sortir de la maladie. J'avais un patient qui pendant 6 ans était à l'AI, assurance invalidité ici. Maintenant, on a réussi ensemble à ce qu'il quitte l'AI. Il travaille maintenant. Il est plus à l'aide sociale. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Parce que c'est scientifique, il apporte des résultats. C'est pas, on va arrêter les questions, je crois, ou à moins que quelqu'un d'autre. Je mets une dernière question et après, je laisserai les autres parler, si vous voulez. Je vais laisser céder ma place. Je vais dire, le problème, c'est pas les formations, en fait. Tout simplement. Un encadrement, une réglementation sur les formations. Pas pouvoir faire la formation qu'on veut, comme le souhaite, quand on a. Est-ce que c'est pas ça? Ou des formations sérieuses, mettons, moi, je suis en soi. Que un psychanalyste travaille avec un psychiatre, avec un médecin, avec quelqu'un qui est dans la réglementation, en collaboration. Moi, en soi, ça me gêne pas. Que un coach, il travaille en collaboration avec un vrai médecin, un vrai professionnel, ça ne me gêne pas. C'est la dérive, en fait, qui est sous-jacente, qui me gêne. Qui peut amener vers l'emprise, parce que derrière tout ça, il y a, comment dire, une forme de conviction personnelle qui pense que moi, ma méthode est la meilleure et il y a que cette méthode qui pourra te sauver. C'est peut-être ça la nuance à chaque fois. Je sais pas si... Bon, moi, je pense que les autorités ont un rôle important parce que quand je compare la Suisse à la France, par exemple, où ici, les autorités ont décidé que les psychopraticiens n'ont pas de pignon sur eux, s'ils mettent une plaquette, 3 jours après, ils ont une invitation de retirer la plaquette. Et s'ils ne retirent pas, ben, là, c'est des mesures pénales qui sont engagées. Point. On ne discute pas. Hein? Et les psychologues ici, les médecins qui n'ont pas de postgrade sont des psychologues médecins, mais ils ne sont pas spécialistes. Ils ont le cahier des charges limité. Point barre. Hein? Si je veux poser diagnostic, si je veux faire des arrêts maladie, si je veux faire des rapports, si je veux travailler main dans la main avec un psychiatre, je dois faire un postgrade de 5 ans. Donc, accepter une étude qui est avec la médecine des plus longues. Mais à la fin, je sais ce que je fais. Hein? Et même les psychanalystes ici qui sont formés ce postgrade, ils ont un socle de base de médecins ou psychologues scientifiques. Donc, même si quelquefois on a du mal à dialoguer, ben je peux faire appel à leur base. Hein? Mais si j'ai face à un psychanalyste qui était, je sais pas, aide-moi, comptable, je suis navré, hein, j'ai rien contre les comptables, mais ils n'ont pas été formés pour prendre soin de la santé mentale. On est complètement d'accord. Je te rejoins complètement, mais comment dire? Est-ce que des fois, on va dire, on est plutôt sur du spirituel, dans le sens esprit, pas dans le sens mystique, avec la psychanalyse. Mais des fois, est-ce que c'est pas quelque chose on peut pas s'en servir pour amener vers une vraie thérapie? Quand on a affaire à quelqu'un qui est sérieux, qui est professionnel, qui a une déontologie, etc. Est-ce qu'on peut pas, c'est une question que je pose tout naïvement, tout bêtement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de collaborer au lieu de lutter contre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en fait, à un moment donné, de trouver une solution ensemble? C'est possible, mais je pense que la réponse me dépasse. Je crois que ça, c'est vraiment, c'est faire société. Et ça, c'est avec les autorités. Quand je dis autorité, pas que autorité type Office fédéral de la santé pour la Suisse, mais aussi les associations, mais aussi les corps métiers des psychiatres et psychologues
Et en Suisse, ça marche plutôt bien. Tu vois, par exemple, quand je donne mes formations, la moitié, c'est des psychiatres qui viennent la faire. Et moi, je vais faire des formations chez les psychiatres. Ici en Suisse, je vais démarrer une formation de psychopharmacothérapie pour les psychologues. Moi, je vais le donner. Parce que j'ai étudié la psychopharmaco en fac et en postgrade. Tu vois? Mais je suis pas médecin, donc je vais pas aborder la question de l'antibiotique. Mais je vais parler de la médication. Et le but, c'est pas former des psychologues qui vont prescrire. C'est former des psychologues qui pourront mieux comprendre une ordonnance d'un psychiatre. C'est ça, savoir lire. Ah, attends, mais elle a 150 mg de ketchupine. Mais elle est pas schizo, pas bipolaire. Ah, c'est 50 mg, 150 grammes max. C'est parce qu'elle a un problème de sommeil. Voilà. C'est savoir voir le médicament et dire, ah, c'est pourquoi elle a été prescrite ces médicaments. Et ça, c'est important. Et moi, je peux former là-dessus. Mais voilà, c'est le résultat d'un encadrement institutionnel, d'une formation de bonne qualité et que vous bénéficiez. Enfin, vous, j'entends les Suisses. Les gens. Bon, bah, si les trois, Russell, Grégory, Nicolas, vous souhaitez intervenir et poser également des questions, c'est avec grand plaisir.